Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Elodie Ravera Scaramozzino, sportive de haut niveau en aviron. Elodie a été championne d'Europe d'aviron et a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Dans cet épisode, Elodie nous partage comment elle en est venue à l'aviron, de l'abnégation dont il faut faire preuve pour atteindre le haut niveau et y rester, mais aussi des bons moments vécus lors des victoires. Je vous invite à découvrir cet épisode qui parle de la beauté du sport et de l'importance de la force mentale dans la réussite. Je vous laisse avec Elodie, très bonne écoute à vous. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir Elodie qui a participé aux Jeux Olympiques sur ce podcast. Bonjour Elodie. Bonjour Frédéric. Donc Elodie Ravera Scaramozzino est une championne d'aviron. Elle a été championne d'Europe en 2018. Elle a participé 2 fois au championnat du monde junior. Elle a participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Et Elodie, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous parler de ton parcours, d'où tu es originaire, qu'est-ce qui t'a amené à l'aviron. Je te laisse la parole et fais-nous rêver. Donc oui, bonjour, je suis originaire de Nice, là où j'ai commencé l'aviron grâce à mon papa qui était aussi rameur à haut niveau. À l'âge de 12-13 ans, il m'a inscrite au club nautique de Nice. C'est là que j'ai commencé, que j'ai découvert l'aviron. J'étais déjà montée sur un bateau et j'étais déjà allée au club en étant plus petite. J'avais fait de la voile ou j'avais été à la salle de muscu avec mon père pendant qu'il s'entraînait. Voilà. Après, j'ai vite fait de la compétition au niveau minime, puis cadette. Donc c'est là-bas que j'ai rencontré le coach qui m'a amenée au haut niveau, Patrick Delafaye. Et ouais, c'est lui qui m'a vraiment fait aimer l'aviron. Après, c'est vrai que j'ai été en équipe de France à l'âge de 15 ans, où c'est là que j'ai participé à mes premiers championnats du monde d'aviron junior, où je fais 3e en double. Et c'est là que j'ai vraiment goûté au haut niveau. Et depuis cette année-là, 2011, voilà, je ne l'ai plus quitté. J'ai eu envie, année après année, de toujours être en équipe de France. Et au départ, je me permets, au départ, tu es sur de l'aviron en solo ou est-ce que très rapidement tu enchaînes sur le duo? Non, en fait, j'ai commencé au tout début en 4. On faisait du 4 minime, après du 4 cadette et après j'ai fait de l'individuel une année et c'est vrai que ça m'a servi parce que j'ai commencé en 4 où en fait on est pas noyé dans la masse, mais bon, voilà, on est un équipage et on connaît pas vraiment sa force et ses forces et ses faiblesses individuellement. Donc après quand je suis passée à l'individuel un peu plus tard, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis dit, voilà, je veux y aller par moi-même, je veux savoir de quoi je suis capable, prouver que je peux être forte toute seule. Et donc c'est vrai que c'était mon premier défi et ça m'a bien réussi. Donc en fait, après avoir essayé les 2, c'est vrai que je préfère quand même ramer en équipage. Et voilà, après une fois que j'ai été forte en individuel, c'est là qu'on m'a mis en double au niveau international. Mais au niveau club, j'avais pas fait beaucoup de doubles avant. J'avais fait surtout du 4 et de l'individuel, donc du skiff, ça s'appelle. Et oui, après, c'est vrai qu'au niveau international, j'ai fait du double ma spécialisation, entre guillemets. Et comment ça se passe justement puisque tu dis on m'a mis en duo, ça veut dire que on te propose une coéquipière, comment ça s'organise? En fait, il y a des sélections individuelles au niveau national. Et selon les résultats, si il y a 2 individualités qui se détachent, donc la fédération choisit de les mettre en double et voit si ces 2 personnes-là collent, enfin s'entendent bien sur l'eau, entre guillemets. Ça veut dire que si elles rament pareil, voilà, il faut avoir une certaine cohésion d'équipe, donc le même geste d'aviron. Donc voilà, si ça colle bien,
toutes les deux, enfin, si les deux individualités collent bien, c'est là qu'elles sont engagées au niveau international et que le bateau est conservé. Voilà, autrement, ben, ils cherchent d'autres appairages, soit des bateaux plus longs, soit prendre la première et la troisième, voilà, pour essayer de faire le bateau le plus performant, parce que le bateau le plus performant, c'est pas forcément l'association des deux meilleures individualités, mais voilà, c'est une association de deux personnes qui collent bien ensemble. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui fait qu'on pourrait ne pas avoir le même geste? Comment tu l'expliques pour que les gens qui ne sont pas des spécialistes de l'aviron puissent comprendre? C'est une question de fréquence, une question de puissance? Comment on fait, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas compatible, entre guillemets? Oui, il y a une question. En fait, l'aviron, c'est très technique aussi. On pourrait penser il y a beaucoup de physique, mais il y a pas mal de techniques qui rentrent en jeu aussi. Surtout à très haut niveau, là où bah, physiquement, chacun ou chacune est proche, quoi. Et du coup, bah, aussi en fonction du gabarit, par exemple, une fille plus grande aura tendance à ramer différemment qu'une fille plus petite, où voilà, justement, la cadence change selon le gabarit. Et voilà, après, du coup, comme c'est un sport qui est aussi assez technique, bah, il y a différentes techniques et parfois, ces techniques-là ne s'associent pas forcément. Et voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas vraiment dans ce sport. Voilà, c'est un sport de glisse, c'est un peu une alchimie entre deux personnes. Ça se trouve ou ça se trouve pas. Après, ça se travaille, mais parfois, même avec du travail, voilà, il y a des choses qui collent pas, quoi. Mm. Et si je me trompe pas, donc c'est en 2015 que tu es associé avec Hélène Lefebvre, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en 2015, on fait donc pendant l'hiver, on fait des piges, donc des courses en interne. Et il se trouve qu'on est les deux meilleures individualités. Donc ils nous mettent en double. Et dès nos premiers kilomètres, ça a vraiment bien collé, quoi. C'est vrai qu'on s'est fait la réflexion qu'on avait ressenti un petit truc, voilà, un petit truc différent de quand on avait ramé avec une autre rameuse, quoi. Et ouais, finalement, on a continué sur cette association. Bon, nos débuts au championnat d'Europe ont été un peu compliqués, mais on avait pour objectif de qualifier le double pour les Jeux Olympiques, donc c'est-à-dire faire dans les 11 premières au championnat du monde 2015. Donc on est resté sur ces objectifs au fur et à mesure de la saison, et de compétition en compétition, de Coupe du Monde en Coupe du Monde, on s'est amélioré, on a progressé, on a fait vraiment un bon duo et on était sur une très bonne dynamique avec notre coach. Et du coup, pour aller en fin d'année chercher la 8e place au championnat du monde, donc synonyme de qualification olympique. Et c'est vrai que c'est un des souvenirs qui reste gravé dans ma mémoire, parce que les Jeux, ça a toujours été un rêve, quoi. Et quand j'étais jeune, j'osais même pas dire ouais, je rêve d'aller aux Jeux. C'était dans ma tête, mais j'avais même pas mis des mots dessus, tellement pour moi c'était lointain, c'était inatteignable finalement. Et voilà, petit à petit, j'ai gravi les échelons et sans m'en rendre compte, entre guillemets, ben, c'était le chemin vers les Jeux, parce qu'au fond de moi, c'était mon objectif. Et inconsciemment, je faisais tout pour y arriver, Et quoi. donc, avant de parler des JO, parce que c'est un point très fort de ta carrière, combien de temps de préparation ça demande? Alors, je vais dire combien de temps, c'est pas un cumul, mais par exemple, sur la semaine, combien d'heures d'entraînement il faut pour arriver à ton niveau? Et peut-être également nous parler un peu du fait que bah, l'aviron, c'est un sport peu médiatisé, donc où il y a peu d'argent. Donc, il faut enfin, combler le fait que le temps d'entraînement vient manger sur les études ou une activité professionnelle éventuelle. Oui, c'est vrai qu'il y a peu d'argent, mais c'est une discipline qui demande beaucoup de temps. Donc ça va pas ensemble en général. Mais voilà, on s'arrange comme on peut. C'est environ 20 heures d'entraînement semaine, donc ça représente 12 à 13 entraînements par semaine. Donc quasiment tous les jours, 2 fois par jour, et parfois qu'une seule fois. Donc matin et soir, ou matin et après-midi selon l'emploi du temps. C'est vrai que j'ai eu la chance, enfin, j'ai quand même, j'ai été aidée un petit peu par mes parents et aussi par la fédération d'aviron depuis mes débuts, puisqu'en fait, enfin, ils ciblent vraiment les aides, et sur les athlètes qui voient réussir, ou voilà,
il il les aide quand même financièrement. C'est pas énorme, mais ça suffit à continuer. Et après, bah voilà, j'ai aménagé mes études pour pouvoir continuer l'aviron. Donc, j'ai fait un DUT sur 3 ans au lieu de 2. Et après, voilà, avec l'EDEC, j'ai eu des études par correspondance pour pouvoir étudier quand même, puisque voilà, comme l'aviron, ça ne permet pas de mettre de l'argent de côté pour les années futures. Donc, j'ai dû faire une formation et en tout cas, ça m'a aussi aidé dans mon équilibre d'avoir les études puis le sport, pas que seulement le sport dans ma vie. Donc voilà, je me suis lancée dans l'école de commerce de l'EDEC, qui m'a permis de conserver le sport à côté, oui. Et c'est important aussi d'en reparler, mais est-ce qu'il y a des contraintes en termes d'entraînement par rapport à l'aviron, vu que c'est un sport qui se pratique dans un milieu naturel, et donc bah, des fois il fait un temps horrible où il y a du vent ou autre, et c'est peut-être pas possible de s'entraîner. Est-ce que comment tu fais justement pour organiser ça, d'être en plus dépendante des conditions climatiques? Est-ce que ça t'impacte? Oui, alors il y a quelques contraintes. La principale contrainte pour moi, ça a été qu'en fait, je suis de Nice. Et à Nice, il y a pas de bassin d'aviron d'eau douce, enfin, ouais, de lac ou de rivière, quoi. Donc, depuis toute jeune, pour vraiment m'entraîner sur la rivière, parce qu'on s'entraînait aussi en mer, mais voilà, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes bateaux. Donc, on peut pas s'entraîner en mer si on fait de la rivière tout le temps, quoi. Donc, on allait au lac de Saint-Gatien, qui est à 1 heure de Nice. Donc, 1 heure aller, 1 heure retour. Donc, aussi, on perdait pas mal de temps dans les trajets. Ce qui fait que quand j'ai eu 18 ans et que je suis passée en senior, donc à un niveau plus élevé, j'ai dû aller sur une structure de haut niveau, on appelle ça des pôles, où ben, des sportifs d'un niveau un peu plus élevé que le niveau club se rassemblent pour s'entraîner ensemble et voilà, faire une émulation. Donc, j'ai été à Nantes, là où il y avait un pôle d'aviron. Et voilà, c'est sûr que c'est pas les mêmes conditions climatiques qu'à Nice. Oui. Donc, oui, c'est sûr que les hivers sont rudes et ils étaient d'autant plus rudes pour moi qui n'avais pas forcément l'habitude des températures négatives, du bassin qui gèle, tout ça. Donc, c'était une double adaptation à une autre ville et à un autre climat. Donc c'est sûr que ça n'a pas été, enfin les hivers n'ont pas été simples pour moi, euh, pour les conditions climatiques, et aussi c'est souvent là qu'on se blesse. Et voilà, la blessure dans une carrière de sportif de haut niveau, bah, ça arrive, quoi, ça en fait partie. Et du coup, ouais, moi, ma faiblesse, c'était surtout des fractures de fatigue aux côtes. Donc là, c'est quelque chose, ça arrive d'un coup, ça prévient pas forcément. Et bah, on met voilà 6 semaines le temps que l'os se recolle et on peut pas faire grand-chose, quoi, à part du vélo quand ça fait plus trop mal, enfin quand l'os a commencé à se ressouder. Voilà, donc c'est assez délicat comme blessure. Donc des conditions pas forcément simples, mais après l'été, ça, on oublie. Quand tu nous racontes tout ça, quand tu nous racontes le temps de préparation, la difficulté, les conditions climatiques et puis les blessures aussi, je pense que tout le monde peut encore plus comprendre les émotions dont tu as parlé au moment où vous obtenez votre qualification au JO 2016. Et raconte-nous ces JO 2016, comment on se prépare mentalement à aller participer aux JO, comme tu le disais, alors que c'est un rêve presque inatteignable quand tu étais jeune. Comment on organise tout ça? Est-ce qu'on est des fois dépassé par l'événement, ou on se remet, on se dit c'est mon sport et c'est mon travail de tous les jours? Non, c'est vrai que justement, on a abordé l'événement comme si c'était une compétition, comme on en avait fait des centaines dans notre carrière. Voilà. Moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans, mais pour moi, j'avais déjà fait plein de compétitions d'aviron, des Coupes du Monde, des championnats du monde. Ça s'était très bien passé. Bah, là, ça s'appelle Jeux Olympiques, mais c'est toujours, il y a toujours un départ, une arrivée, 2 kilomètres à parcourir le plus vite possible. Donc, c'était vraiment, on a essayé de désacraliser l'événement, tout en sachant que c'était les Jeux et que voilà, quand j'étais à Rio, pour moi, c'était énorme. J'étais tellement contente d'y être et je me souviens de m'être fait la réflexion, ben,
ces moments-là valent tous les sacrifices que j'ai fait pour arriver ici, quoi. Et donc ouais, vraiment sans regret, j'ai profité à 100% de l'événement, sans justement me mettre une pression plus que ce qu'il ne fallait. Voilà, c'était des jeux et il fallait ouais, en profiter et donner le maximum de nous-mêmes. On avait comme objectif d'atteindre la finale, donc les 6 premières, sachant qu'on avait fait 8e l'année d'avant. Voilà, donc on voulait monter sur gravir une petite marche. Et c'est vrai que pour nous, ça a été des Jeux olympiques réussis, parce qu'on on fait 5e, voilà, on passe en finale. Pour mes premiers Jeux olympiques, c'était vraiment, vraiment une explosion de joie, quoi. Au moment de prendre le départ de cette finale, justement, qui était au fond l'objectif, puisque il y a 6 bateaux, c'est ça en finale, ou 8 Oui, bateaux? oui, oui, 6 c'est ça. bateaux. Ouais. Et donc, au moment où on arrive et on prend le départ de cette finale, on se dit qu'on n'a rien à perdre. Donc, comment on est dans la tête? C'est quoi les émotions qui viennent les quelques secondes avant le départ? Est-ce qu'on fait abstraction de toute émotion, justement? Les émotions les plus fortes que j'ai eues au jeu de Rio, c'était quand on passe en finale, justement, donc à la fin de la demi-finale. Enfin, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce que au départ de la demi, ben, assez stressé, voilà, on sait que c'est la course de notre saison. Donc, et après, donc, quand on passe à la fin, c'était vraiment hyper jouissif, quoi. On savait qu'on avait réussi nos jeux. Et justement, on s'est dit, la finale, c'est que du bonus. Donc, disons qu'on est allé, on s'est chauffé pour la finale, on était sur la ligne de départ et avec ma coéquipière Hélène, on s'est seulement dit, bah voilà, on va profiter de chaque instant. On est en train de vivre une finale olympique. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. On a donné notre trip pour y arriver. Et bien maintenant, on va essayer d'aller chercher une médaille, pourquoi pas, tout tenter, sans pression, sans stress. Voilà. Et ouais, on a vraiment apprécié chaque moment de cette finale. Et donc vous finissez 5e, donc une progression dans votre carrière et dans votre duo, et s'enchaîne, parce qu'on va essayer de parler un peu de tous les sujets dans le temps qu'on s'est imparti. Vous enchaînez ensuite en 2018 sur les championnats d'Europe, et là, quel est l'état d'esprit? Est-ce que vous vous êtes fixé l'objectif d'un podium? Est-ce que vous êtes fixé l'objectif de la médaille d'or? Comment ça s'est passé pour continuer à être dans cette progression? Non, on s'était pas vraiment fixé d'objectif. Voilà, pour nous, à l'Aviron, en général, les championnats d'Europe, c'est comme un point de passage. On préparait les championnats du monde qui ont eu lieu 1 ou 2 mois après, un gros mois après les championnats d'Europe. Après, oui, c'est vrai que quand on avait lu la liste des engagés, on s'est dit, ben, il y a un coup à jouer, le podium, enfin voilà, notre objectif est d'atteindre le podium. Après, oui, de là à viser le titre, non, on n'avait pas du tout ces prétentions-là. Et c'est vrai que on a commencé ce championnat d'Europe, je m'en souviens très bien, pas avec la meilleure course c'est pas avec une très bonne course qu'on a commencé. Et on n'était pas si loin des Lituaniennes, voilà, qui jouaient pour la première place. Donc on s'est dit, bon, ben, on a fait une mauvaise course et puis on n'est pas très loin des meilleurs. Donc bah, maintenant, on va se dépêcher, on va se reprendre, faire un peu mieux enfin, on sait faire mieux, donc on va se reprendre, on va faire mieux les prochaines courses. Et puis, voilà, cette finale où on s'est vraiment transcendé sur les 500 derniers mètres. Et moi, je me souviens, en fait, on était quatre bateaux alignés. Donc finalement, on pouvait faire première comme quatrième, comme deuxième ou troisième. Mais moi, je me souviens d'avoir regardé à côté à l'entrée du dernier 500 mètres et je me suis dit, ben, faut y aller parce que si on reste là, on va faire quatrième, quoi. Et finalement, ouais, je me battais pour pas faire quatrième, quoi. Vraiment, je me battais pour le podium, et ça a été la médaille d'or au bout. Donc vraiment, c'était une explosion de joie à entendre la Marseillaise sur le podium pour la première fois de ma vie pour nous, enfin pour moi du coup, enfin pour nous en tant qu'équipage, c'était vraiment un moment inoubliable. Et ton papa sportif de haut niveau lui aussi, qu'est-ce que ça lui a fait? Vous en avez parlé tous les deux? Oui, bah, c'est vrai qu'il était non, on n'en a pas vraiment parlé. Je sais qu'il est très fier et qu'il était hyper content pour moi et voilà,
il m'a vraiment félicité, il m'a dit bah, super course. C'est vrai qu'il est toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments, à me soutenir, il regarde toujours les courses, on discute beaucoup de mes entraînements, des compétitions. Donc c'est vrai que c'est une épaule attentive, on va dire. Et donc ensuite s'enchaîne après ces championnats d'Europe le chemin naturel vers les JO de Tokyo, donc qui n'ont pas eu lieu en 2020, tout le monde sait pourquoi, en 2021. Pour prendre un peu de temps pour parler de ça, on va vite passer l'épisode Covid et on arrive aux JO de Tokyo où là, quel objectif vous vous étiez fixé, puisque vous aviez été championne d'Europe en 2018, vous aviez été 5e au JO de Rio. Est-ce que vous aviez un objectif concret plaqué sur votre dos, entre guillemets, en disant voilà, c'est ce qu'on veut atteindre? Oui, bah après les Jeux de Rio où on avait fait 5e, on s'était réunis avec la coach et on s'était dit ben voilà, c'est nos premiers Jeux, on s'est entraîné 1 an et demi ensemble. Bah, à Tokyo, on y va pour la médaille. Voilà, il nous faut, enfin, on va gravir cette marche supplémentaire à nouveau. Et voilà, toute l'Olympiade, on s'est entraîné pour ça. Après, du coup, ben, c'est vrai qu'en 2021, donc, on a eu un petit contretemps où, pendant l'hiver, on a fait une pige, des courses entre nous où bah, j'ai fait 3e. Donc, obligatoirement, il fallait essayer la première et la deuxième, qui étaient Hélène, ma coéquipière, et Margot, du coup, la fille qui avait fait 2e. Donc, l'essayer sur la première compétition internationale qui était les championnats d'Europe pour voir si ça valait mieux que Ravera Lefebvre, quoi. Donc, ouais, le double de Ouais, Rio. que toi et Hélène, Voilà. effectivement. Donc, j'étais alignée en 4 de couple sur cette. Donc, tout l'hiver, je me suis entraînée en 4 de couple et jusqu'en fin mars où il y avait ou début avril où il y avait ces championnats d'Europe. Et je les ai fait en 4 et ma coéquipière en double avec Margot pour voir comment ça se passerait. Voilà, après, ça n'a pas été concluant. Donc, de retour en double, Hélène et moi. Et c'est vrai que, bah, ayant eu un petit peu de retard, voilà, faut pas se le cacher, on n'a pas passé l'hiver ensemble, on n'a pas fait les championnats d'Europe. Après, un petit coup de méforme pour ma coéquipière. Voilà, le parcours, les 6 derniers mois ont été semés d'embûches et voilà, c'était vraiment pas prévu. Tout ça n'était vraiment pas prévu et ça nous a pas aidé pour aller chercher la performance qu'on voulait, c'est-à-dire une des 3 premières places. Et émotionnellement, comment tu vis le moment où on te dit bah non, ça va pas être toi, on va tester Margot à ta place. Comment tu vis ce moment déjà, celui où on te retire entre guillemets de ton duo habituel? Ah bah, ça a été très très dur. Pour moi, ça a été une dégringolade à laquelle je ne m'y attendais pas, quoi, parce qu'il y avait une seconde entre elle et moi. Donc voilà, j'étais pas forcément dans un état de forme très bon à cette période-là. Et je me dis, mais pour une seconde, voilà, on remet tout en question alors que ça fait 5 ans que je bosse pour ça, quoi. Donc c'est pas possible, ça peut pas m'arriver là, si près du but. Donc ouais, il y a eu un moment où je me suis dit, mais j'arrivais pas à y croire. Et après, bah, quand je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce qui est en train de t'arriver là, et tu dois attendre que en fait les deux autres fassent une mauvaise perf au championnat d'Europe pour aller au jeu. Enfin, c'était vraiment très très bizarre comme situation parce que j'avais pas mon avenir entre mes mains, quoi. J'étais juste là à attendre, quoi, attendre et voir. Tu as une remise en question à ce moment-là de ton engagement dans l'aviron, dans les choix que tu as fait. Est-ce que ça te passe par la tête à un moment? Ouais, enfin, disons que ça m'a secoué, quoi. Ça m'a secoué, ça m'a fait mal, En fait, j'ai pris en pleine figure le fait que dans le sport, ben, du jour au lendemain, tout peut basculer, quoi. Et bah, c'est pas que dans le sport, mais là, c'est vrai que ça a été assez cruel, quoi. Ça a été assez cruel parce que je suis tombée de 50 étages. Et donc, oui, j'ai dû accepter ça, me remobiliser, rester présente au cas où on ait besoin de moi, finalement. Et ouais, me dire que bah, c'était plus moi dans le double pour les jeux, quoi. Alors que
en 2020, il y avait pas photo et que il y avait, oui, en 2020, il y avait pas photo et le fait que les Jeux soient reportés, ça a chamboulé un peu tout, quoi. Et justement, c'est quoi les émotions qui t'arrivent au moment où on te dit, pour finir, ça va quand même être toi? Parce que là, tu viens de passer dans le très bas de la pente et tu remontes tout de suite la pente d'un coup où on te dit, pour finir, ça va quand même être toi. En fait, j'étais contente. Je me suis dit, Mhm. voilà, enfin, au fond de moi, je l'ai toujours su finalement. Mhm. Mais je me suis dit, mais quel gâchis en fait. Quel gâchis, parce que ça fait 5 ans qu'on s'entraîne pour ça. Et au dernier moment, on nous met des bâtons dans les roues quand même assez importants. Et ouais, pendant que les autres, en fait, elles sont en train de s'entraîner comme des folles pour les Jeux. Voilà, et elles s'embêtent pas avec des broutilles comme ça, quoi. Donc, j'étais contente, mais je me suis dit, en fait, on a loupé le train. Enfin, il y a 3 trains qui sont passés devant nous, et nous, on monte dans le dernier, et on a 3 mois pour redresser la barre et pour revenir à un bon niveau. Sauf qu'en fait, revenir au niveau qu'on avait, c'est pas suffisant. Il fallait encore qu'on gravisse une marche supplémentaire, et ben, ça a été trop juste, quoi. Voilà. Ce que tu expliquais en disant que ça a des conséquences, effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez perdu au stade des demi-finales. Ouais. Et moi, j'ai un peu suivi tout ça. La chance d'être en vacances en même temps que les JO, c'est plus simple. On peut suivre tous les sports. Et je me souviens, et c'est là où j'ai pris contact d'ailleurs avec toi, j'ai trouvé que votre feedback à l'issue de cette défaite était plein de maturité. Et je me disais, waouh, c'est fort parce que vous dites clairement, voilà, des fois dans le sport, c'est ce qui arrive, on tombe sur plus fort que soi. Et maintenant que tu expliques tout ça, je comprends mieux en fait. Effectivement, c'était presque, je vais pas dire presque, mais en tout cas, vous partiez avec un handicap, avec du Ouais. poids dans le bateau. C'est comme si Ouais, on une vous avait bonne lesté le casserole, bateau. ouais. Oui, 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 effectivement. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un moment un peu de colère qui jaillit en se disant on aurait pu largement faire mieux, ou est-ce que c'est tout de suite la remobilisation en se disant perspective suivante? Déjà, il fallait, après la demi-finale, voilà, fallait accepter que on n'allait pas pouvoir se battre pour la médaille, en fait, euh, étant en finale B. Il y avait zéro chance de l'atteindre. Après, il y avait le sentiment qu'à ce moment-là, on avait tout donné. Donc, pas de regret sur l'instant T, quoi, sur le présent. Et ouais, un petit peu des regrets sur le passé, mais en fait, ça n'a pas dépendu de nous. Enfin, les décisions n'ont pas dépendu de nous. Donc, oui, j'avais le sentiment que c'était un peu du gâchis. Enfin, pas un peu, mais c'était du gâchis. Mais voilà, à ce moment-là, on pouvait rien faire, quoi. On pouvait rien faire. À part dire, vous êtes en train de prendre la mauvaise décision, voilà, on est en train de perdre du temps, voilà. Et tirer parti au maximum de cette situation. Voilà, quand moi j'étais dans le cadre, je me suis dit, je perds pas de vue que même si si je reviens dans le double, ça nous servira. J'essayerai de mettre à profit ça pour le double. Mais parfois, c'est juste que quand tu vas dans la mauvaise direction, quand on te fait aller dans la mauvaise direction, t'as beau faire de ton mieux, c'est trop tard, quoi. Et donc, c'est quoi les perspectives justement pour, alors peut-être toi à titre personnel ou pour le duo? Disons que pour l'instant, là, c'est l'année post-olympique, donc on va pas trop, comment dire, je me pose. Là, j'ai une année à faire à l'EDEC en présentiel pour pour finir mes études. Mhm. Euh, donc voilà, après cette année, donc c'est vrai que cette année, je peux pas faire grand-chose. Disons que je continue à m'entraîner, je me maintiens en forme physiquement, tout ça, tout ça. Et c'est aussi une année qui tombe bien parce que ça me permet de prendre du recul, de bien réfléchir sur tout ça et de voir si je me sens capable, après tout ce qui s'est passé cette saison, de repartir pour Paris. Voilà. Sachant que maintenant, ouais, j'ai quand même en tête qu'au dernier moment, tout peut basculer, quoi. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et je voulais justement revenir sur une vidéo que j'ai regardée, qui est faite par France Aviron juste avant avant les JO, où Ouais.
Quand vous parlez avec Hélène, il y a un moment sur la fin, il y a un moment d'émotion, et je mettrai le lien dans les notes du podcast, où vous vous regardez, où on a la sensation presque que vous dites Tokyo, c'est la dernière fois. Est-ce que cette émotion, elle est liée au fait que vous étiez en pleine préparation, qu'il y avait eu tout ça et que vous vous retrouviez un petit peu, ou est-ce que c'était lié effectivement à l'idée de dire si c'est Paris, ça sera peut-être avec un autre duo? En fait, c'est parce on sait pas quoi. On sait pas, après tout ce qui nous est arrivé entre Rio et Tokyo, on se dit, waouh, 3 ans de plus à se bagarrer pour qu'on reste en duo, tout ça. Quelle sera la politique de la Fédé, s'ils veulent faire un cadre de couple finalement. Voilà, c'est vraiment que l'avenir est incertain. Du coup, on se dit, on va profiter de ces derniers moments parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Ouais, je comprends encore plus alors les émotions maintenant que j'ai tous les éléments. Donc, de ce que tu nous dis, là, c'est une année un petit peu en recul. L'idée, c'est de finir tes études. Est-ce que tu as une perspective claire en disant plan A, c'est l'aviron, et plan B, c'est professionnel, et dans ces cas-là, tu as déjà des pistes sur ce que tu veux faire, ou pour l'instant, c'est avant tout aviron, je fais mon année, puis on verra bien? Non, j'avoue que j'ai aucune perspective, c'est encore assez frais et c'est pour ça que je me dis, je me mets pas la pression pour prendre une décision, qu'elle soit blanche ou noire. Je laisse passer du temps et je pense que petit à petit, elle va se dessiner et elle sera de plus en plus claire, au fond de moi. Mais pour l'instant, voilà, ça reste quand même des Jeux Olympiques à Paris, donc à la maison. Je suis pas hyper âgée, donc à Paris, j'aurai 28 ans. Donc voilà, oui, j'aurai 28 ans. Donc voilà, c'est pas rien n'est arrêté, rien n'est arrêté. Ok. Et juste pour terminer, parce que je sais que le sport de haut niveau n'existerait pas s'il n'y avait pas ces personnes, est-ce que tu as des entreprises qui te soutiennent au quotidien et qui font que tu peux être sportif de haut niveau, que tu voudrais citer? Parce que l'objectif, c'est de aussi les mettre un peu en avant. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est pas grave, on passe à la fin. Oui, j'aimerais beaucoup remercier l'armée de terre qui m'emploie. Donc, parce que je fais partie de l'armée de champions. D'accord. Et ça a été un grand soutien pour cette année 2021 de préparation pour Tokyo, où c'est vrai qu'avec le Covid, les sponsors ont été beaucoup plus rares. Et voilà, l'armée a été là pour moi, m'a engagée et je leur en suis très reconnaissante. Bravo, on leur dit merci. Élodie, on a débordé un tout petit peu du temps qu'on s'était accordé, mais vraiment, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. En tant que passionné de sport, ça me touche énormément. Je te remercie pour ce partage et pour cet échange qui était très riche. Et puis, écoute, je te dis une très bonne année d'études, de prise de recul. Et puis, moi, je serais ravi de te voir à Paris, vraiment. Oui, j'espère, on verra. Voilà, à très bientôt, Élodie. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Élodie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai aussi lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.